If I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, en ce début de semaine, comme d'habitude, on se retrouve après un splendide week-end de Ligue 1, voilà, ça devient habituel pour moi, ça devient habituel pour vous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, en ce début de semaine, un bon mardi, une bonne semaine qui commence, la dernière de janvier, si je dis pas de bêtises, donc bientôt on va revoir le soleil parmi les nuages, on espère. En attendant, on se retrouve, comme je l'ai dit, après des beaux matchs de Ligue 1, comme d'habitude, pour les débriefer. Je vous en ai sélectionné 5 qu'on va aborder plus en profondeur par rapport aux autres. Alors ceux que j'ai choisis, on va essayer de les traiter dans l'ordre, mais je suis plus trop sûr de l'ordre dans lequel ils se sont joués, mais je pense que ce sera ça. On va commencer par Rennes-Lorient. Très beau match entre les deux équipes. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi ce match-là, qui peut-être sur le papier fait pas rêver. Monaco-Le Havre. Marseille-Lens, très attendu le Marseille-Lens, peut-être l'un des matchs les plus attendus de la saison, carrément Marseille-Lens au Vélodrome. Le Nice-Nantes, un peu moins attendu, et on finira par le Lille-Strasbourg, qui s'est joué le dimanche soir à Pierre-Mauroy pour clôturer cette 19e journée de Ligue 1. Voilà, je pense que sans plus tarder, on peut commencer. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on va essayer de traiter tout ça dans l'ordre lesquels se sont joués les matchs. Premier match du week-end, ça a été le Paris-Auxerre, plus ou moins important le Paris-Auxerre, hein, j'en parle pas en détail parce que victoire de Paris face à Auxerre, bon c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter, mais Auxerre a fait un vrai bon match, mais important de le spécifier, important de le notifier, je fais un mix entre... Ouais, spécifié, je sais pas si ça existe. Notifié, parce que Paris, grâce à cette victoire, reprenait la tête du championnat. Et donc, ça mettait pression sur une autre équipe dont on parlera après. Mais en tout cas, le deuxième match, je crois, ça s'est joué après, le lendemain. C'était entre Rennes et Lorient, du coup, à Rennes, en Bretagne, derby breton. Il y en a pas mal des derbys bretons. Le vrai, selon moi, c'est le Rennes-Nantes. Et je pense que les supporters seront d'accord. Les supporters de Rennes haïssent les supporters de Nantes et inversement. Rennes-Lorient, je ne sais même pas s'il y a une rivalité. Il y a Rennes-Lorient en Bretagne, Rennes-Nantes et Rennes-Brest. Enfin, si je prends que, du coup, il y a Nantes-Lorient et Nantes-Brest. Et... Bref, vous m'avez compris, il y a 4 équipes en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Région qui doit être la plus représentée. Mais bref, du coup, derby breton, un de plus, entre Rennes et Lorient. Pourquoi ce match-là en particulier ? Parce que c'est quand même deux équipes qui sont très en forme sur leur dernier match. De manière étendue, hein. C'est les deux équipes qui ont la meilleure dynamique sur la fin de 2025 et le début d'année 2026. Il y a 8 victoires sur les 9 derniers matchs pour Rennes, et il y a une invincibilité qui dure depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues, pour Lorient. Enfin, pour Rennes, les 8 victoires sur les 9 derniers matchs, c'était avant le match nul face au Havre la semaine dernière. Mais voilà, avant ça, il y avait quand même une belle série en cours et 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour Lorient. Ça doit être l'une des plus belles séries du club, hein, de toute façon, ça ne m'étonnerait pas. Club qui est promu, donc ça fait quand même pas mal plaisir pour eux en vrai. Lorient, cette saison ils font une très belle saison et ils montent en température de plus en plus, et on se demande qui va pouvoir les arrêter, les Lorientais. Donc très intéressant leur fin d'année là. Et ils affrontaient cette équipe de Rennes aussi qui, je l'ai dit, était en forme. Si on se penche un peu plus sur les choix des entraîneurs, côté Lorientais, il y a juste un changement avec l'introduction du chouchou d'Herman Karim. Il a tellement fait un gros match la semaine dernière que ça l'a mis titulaire à la place de Pablo Pagis. Je crois que Pablo Pagis était malade cependant, mais d'Herman Karim, on est derrière toi. Il fait un bon match en plus d'Herman Karim, ça m'a fait plaisir. Bon, des fois tu sens que c'est un feu follet, c'est-à-dire qu'il s'emballe dans des dribbles à 1 contre 3 et il perd le ballon, mais c'est ça le football, c'est pour ça qu'on vient au stade. Donc ça m'a fait plaisir de le voir titulaire. Sinon, toujours pareil, la paire Abergel, Kadiou, qui avait fait du mal face à Monaco la semaine dernière, toujours là. Makengo, Bamba Dieng en pointe. Et côté Rennes, en fait, comme c'est deux équipes qui fonctionnent plutôt très bien, les entraîneurs ne voient pas l'intérêt de changer. Côté Rennes, seul changement vraiment à spécifier, c'est la sortie du 11 de Tamari. Je crois qu'aussi, si je dis pas de bêtises, il était malade.
Mais en tout cas pas titulaire. Titularisation de Quentin Merlin à gauche, Mbolo Le Paul en pointe, la défense Jacquet, Seydou, Brassier classique. Donc deux équipes qui arrivent avec des certitudes au final pour ce match. Et ça se sent direct d'entrée avec Rennes qui veut mettre à domicile beaucoup d'intensité. Mais ils vont se faire un petit peu cueillir à froid, on va pas se mentir, par ce but de Makengo qui arrive dès la 3e minute en fait. Rennes va pas faire un mauvais début de match en soi. Bon après, quand tu prends un but au bout de 3 minutes, c'est un mauvais début de match. Mais vous voyez ce que je veux dire, ils prennent pas l'eau et ils encaissent un but rapidement. Non, ils se font juste prendre sur une erreur d'inattention, mais voilà, un repli défensif douteux. Et ce but de retard, ils vont courir derrière tout le match, même s'ils vont avoir pas mal d'occasions. En vérité, ils vont plutôt dominer cette rencontre, hein, on va pas se mentir. Même à la fin de la première mi-temps, moi j'étais en train de le tweeter, j'étais assez inquiet pour Lorient parce que il proposait pas non plus un football de qualité par rapport à ce qu'on avait vu sur les semaines précédentes. C'est vrai qu'ils subissaient énormément les assauts de Rennes qui devenaient de plus en plus pressants. Et au final, ça a tenu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un peu la même physionomie, même si la pression de Rennes, elle se fait moins forte. Faut dire aussi que j'ai vu pas mal de supporters rennais déçus de ce match-là, notamment sur l'intensité qui était mise par leur équipe et par les choix aussi d'Habib Beye, parce que en vrai, je peux comprendre les deux camps. Du côté d'Habib Beye, on se dit pourquoi changer une équipe qui gagne, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est le dicton peut-être le plus connu dans le monde du sport, dans le monde du foot. On va pas changer une équipe qui gagne. Là, l'équipe elle gagne. Pourquoi tu veux la bousculer? Et en même temps, j'ai vu des gens dans la communauté rennaise qui disaient que ce milieu à 3 avec Rongier, Djaoui Cissé et Madi Camara, il n'était pas forcément nécessaire face à une équipe qui allait jouer bloc bas et qui allait plus te prendre en contre. Et donc, tu n'avais pas besoin forcément d'avoir 3 créateurs, mais il aurait fallu peut-être ramener un attaquant en plus. Pour le coup, je pense être d'accord avec les supporters rennais dans le sens où l'association Le Paul Mbolo sur une défense en bloc bas, ça n'a pas pris. Le Paul, ça va de moins en moins bien. Là, ça fait pas mal de temps qu'il a pas marqué. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il avait fait un gros début de saison. Et là, c'est en train de chuter petit à petit. Mbolo, c'est pas mal. Il apporte toujours ses qualités athlétiques, mais l'association face à un bloc bas, j'ai des doutes. Peut-être qu'un Ludovic Blas aurait pu faire du bien. Un Tamari aussi, on va pas se mentir, avec sa vitesse, sa qualité de centre, il est rentré en deuxième, ça a apporté énormément. Au final, Rennes, ils vont pas réussir à trouver le chemin défilé. Ils vont taper les montants, donc match un peu critique, et ils vont finir par encaisser le deuxième but par Pablo Pagis sur aussi un petit coup de chance, mais la chance tu la provoques, et Lorient va saisir clairement cette opportunité pour clouer les Rennais et mettre fin à leur bonne dynamique, avec ce nul au Havre la semaine dernière qui a peut-être laissé des traces plus qu'on ne le pensait, et cette défaite face à Lorient qui là met vraiment un coup d'arrêt dans leur série. Donc vraiment dommage pour Rennes qui aurait pu regarder devant eux au classement. Là, ils se retrouvent 6e à un point de Lille. Il y avait la possibilité de passer Lille, hein, du coup, s'ils avaient gagné contre Lorient. C'est pas le cas. Lorient qui, eux, continuent leur remontée spectaculaire au classement. Qui peut les arrêter? En 2 semaines, ils font Monaco et Rennes. 2 équipes qui, en début de saison, jouent l'Europe. Et Lorient promu, donc respect à eux. Ils sont bien installés dans le ventre mou, 9e, 25 points, tout va bien. Le maintien est bientôt assuré, je pense. Il manquera quelques points, mais ça devrait largement le faire. Et ils pourront se permettre de profiter en deuxième partie de saison, je pense. Une équipe qui va un peu moins profiter en deuxième partie de saison, j'ai l'impression, c'est Monaco. Monaco qui se déplaçait au Havre. C'est pas le stade Océane, le stade du Havre, je crois que c'est ça. Pour aller jouer un match, un peu un match de la peur. Il y en a eu plusieurs des matchs de la peur ce week-end. Monaco-Le Havre en est un. Nantes-Nice,
dont on parlera après, en était un autre. Mais ouais, Monaco-Le Havre, deux équipes qui avaient clairement un besoin de points forts pour deux raisons différentes. Monaco, parce qu'ils sont sur, je pense, leur pire série dans leur histoire de défaites. Et Le Havre, qui a besoin de points pour le maintien, ça va, ils étaient bien. Avant ce match, ils avaient quelques points d'avance sur Nantes. Je crois que c'était 4 points d'avance sur Nantes, premier barragiste. Enfin, barragiste, du coup. Donc ça va encore, ils sont pas dans le rush, mais quand tu es Le Havre et que tu es en Ligue 1, tu joues le maintien et tu dois te battre chaque week-end pour arracher le plus de points possible. Pour Monaco, clairement, les rêves d'Europe, ils commencent à s'éloigner de plus en plus là. Avec la défaite la semaine dernière contre l'Orient, ça va encore moins bien. Donc il y a juste besoin de se relancer pour se donner un petit espoir à la fin de la saison de pourquoi pas se battre pour la Conference League ou dans le doute si y a une place en plus qualificative en Europe, enfin en Coupe d'Europe si une équipe européenne gagne la Coupe de France. Voilà, pourquoi pas, c'est ça qui devait jouer. Et ouais, il y avait ce besoin de se relancer. Mais malheureusement, spoiler, ça va pas forcément être le cas parce que le match il va être soporifique, j'ai envie de dire, au possible. Une équipe de Monaco qui a pas mis les ingrédients pour battre cette équipe du Havre. Avec tout le respect pour Le Havre, hein, vraiment les ingrédients pour les battre, normalement, tu t'es pas obligé d'avoir des joueurs de fou, sachant que Monaco, ça reste quand même une superbe équipe, hein, on va pas se raconter de salade. Normalement, quand tu as Akliouche, Golovin, Balogun, rien que ces trois noms-là, rien que ces trois joueurs, normalement, tu les as dans ton équipe 11 titulaires, tu bats Le Havre. Avec tout le respect pour Le Havre, évidemment, mais ça doit pouvoir suffire. Et là, je sais pas, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de connexion entre les joueurs. Akliou, je le reconnais de moins en moins. Golovin, il essaye de faire son taf au milieu, mais c'est pas ça, il n'arrive pas à connecter la défense et l'attaque, ce qui est le rôle d'un milieu de terrain normalement, donc c'est un peu gênant. Balogun, c'est peut-être l'un des seuls qui arrive à maintenir son niveau de jeu, mais là, il y avait le choix d'Ilenikina, ça a pas pris. Quand c'est Biret, ça prend pas. Quand c'est Ilenikina, ça prend pas. Quand c'est Fati, ça prend, mais on le préfère en sortie de banc. Pocognoli, pas mal de choix douteux, dira-t-on. Après, est-ce qu'on peut blâmer l'entraîneur quand tu vois que y a eu un changement d'entraîneur en tout début de saison avec le départ d'Adi Hutter, l'arrivée de Pocognoli? Ça n'a pas changé grand-chose à la dynamique. Ils n'arrivent pas non plus à prendre beaucoup de points. Donc, est-ce que c'est un problème d'entraîneur ou un problème de joueur? Moi, j'ai quand même la sensation que c'est un problème d'entraîneur parce que quand tu as des joueurs aussi qualitatifs que Pocognoli a entre les mains, ça devrait pouvoir suffire et là, ça suffit pas. Clairement, sur le match, Monaco est supérieur techniquement, mais si je vous balance les stats, vous allez voir flou. 0 tir cadré pour Le Havre. Bon, au moins, ils n'ont pas trop été mis en difficulté, Monaco. C'est clair qu'ils n'étaient pas... Je crois qu'il y a 3 tirs 0 cadrés pour Le Havre. Ça va, on on n'a pas trop paniqué dans la défense. Et heureusement, parce que la défense de Monaco, c'est pas l'assurance tout risque. En plus, c'est Woodfess qui était titulaire, qui s'est blessé rapidement. J'en parlais dans la vidéo des transferts où Woodfess, j'allais pas mettre ma maison dessus. Bon, bah, heureusement, parce que deuxième match en Ligue 1, il se blesse. Dommage, la tuile. Quand ça va pas partout. Mais heureusement ouais, que Le Havre a pas mis pression. Monaco, ils n'ont pas mis la pression non plus, hein, parce qu'il y a seulement 3 tirs cadrés pour Monaco sur tout le match. Comment tu veux aller mettre en difficulté quand tu tires 3 fois au but? Je sais pas, j'ai l'impression que les joueurs ils connectent plus entre eux, il n'y a plus cette alchimie, le plan de jeu de Pocognoli, il est de moins en moins clair, le mec essaye d'apparaître serein, mais au final il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Devinez qui avait la possession sur ce match, c'était pas Monaco, voilà. Le Havre a eu la possession sur le match, truc comme 58%. Des Monaco, tu te déplaces au stade Océane à l'extérieur, t'es dans une mauvaise passe, je suis d'accord, mais tu peux pas laisser la possession au Havre. C'est une bonne équipe, le Havre. Ils ont des bons joueurs. Et ça y est, un peu de tenue, ça va pas du tout. Tu dois sécuriser le ballon et mettre la pression beaucoup plus que ce qu'ils l'ont fait. Parce qu'en vérité, il y a eu 20 minutes où ils ont essayé.
Et le reste du match, ça joue sur un petit rythme. Ça essaye de faire des exploits individuels. Ça prend pas. Donc au final, c'est un plutôt bon résultat pour Le Havre de prendre ce point face à Monaco devant son public. Il se donne un petit matelas de 5 points du coup sur Nantes. Pour la mission maintien, ça semble bien embarqué. Et tant mieux pour eux, parce que c'est une bonne équipe du Havre. Côté Monaco, la crise se poursuit. Ils n'ont pas gagné depuis fin octobre, quelque chose comme ça. C'est long, on est en fin janvier là, donc il serait temps d'aller prendre les 3 points quelque part. Et si t'es pas capable de les prendre au Havre, je sais pas où tu vas les prendre. Ça risque d'être compliqué pour eux s'ils trouvent pas une dynamique différente sur cette deuxième partie de saison. Et ça semble pas parti pour. Là, ils sont 10e, ils ont 24 points. Je sais pas c'est quoi le plus effrayant entre le fait qu'ils soient derrière Lorient au classement. Pas mal quand même. Même si Lorient fait une bonne saison, tu me dis en début de saison, le promu il va être devant Monaco. Ouais, c'est pas sérieux. Ou alors, ils sont à 5 points de Toulouse. Ça aussi, c'est effrayant, même si Toulouse fait une belle saison. Ils ont encore gagné ce week-end. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu te retrouves pas à 5 points. Toi, 5 points, c'est énorme. 5 points de Toulouse, l'équipe mid par excellence. T'es derrière eux largement. Donc, compliqué pour Monaco, qui a peu de motifs d'espoir. À part peut-être un retour de Paul Pogba en forme. On attend ça depuis août, donc il serait temps. On peut enchaîner tout de suite avec le main event, le match potentiellement le plus attendu pour plusieurs raisons, le Marseille-Lens. Voilà, le leader, enfin plus leader parce qu'on a dit Paris avait gagné contre le Auxerre le vendredi soir, donc Lens était provisoirement deuxième avant ce match-là face à Marseille, mais en tout cas le leader avant la journée qui recevait le troisième. Donc match au sommet, au Vélodrome, en plus belle ambiance. On avait hâte de suivre ça pour voir un petit peu comment Lens allait réagir face à un gros du championnat. Hein, parce que contre les petites équipes, Lens, c'est sûr que ça va très bien, mais on avait envie de les voir face à une équipe qui est très en forme. Marseille, je trouve pas mal de s'intéresser au compo parce qu'il y avait pas mal de choix qui ont été réalisés, que ce soit côté Marseille avec la titularisation des deux recrues Nwaneri et Timber, avec toujours Timothy Weah en piston, Igor Pechao titulaire aussi, la mise sur le banc de Greenwood du coup pour mettre Nwaneri et Amad Junior Traoré qui est titulaire également avec du Bouiri. Et côté Lens, un choix forcé avec l'absence de Samson Baidoo. Le choix a été de mettre Mathieu Hudol dans la défense centrale. Donc plus de centre de Mathieu Hudol. Le commentateur de Nice doit être content. Mathieu Hudol dans la défense centrale avec Malansar et Ismailou Gagnou. Ismailou, je ne sais pas comment on dit, Ismailou Gagnou. Ça, c'était le choix principal de Pierre Sage qui était un peu contraint avec cette absence-là. Mais sinon, ça reste du classique côté Lens. Et du coup, on s'attendait à avoir un match au sommet entre deux équipes joueuses. Et c'est pas qu'on a été déçus, mais c'est qu'il y a une équipe qui a été plus forte sur le terrain que l'autre. On va pas se mentir, il y a une équipe qui a... En fait, il y avait peut-être qu'une seule équipe au final sur le terrain, j'ai envie de dire. Lens qui a clairement pris l'eau et pris l'eau de manière assez rapide. Hein. Ils prennent 2 buts dans les 15 premières minutes. Donc début de match complètement raté. Et même au-delà du début de match, hein, ils ont subi la loi marseillaise. Les Marseillais qui ont réussi à imposer leur rythme, à emmener avec eux le Vélodrome, ce qu'ils n'avaient pas forcément réussi à faire face à Liverpool en milieu de semaine. Ce qui leur avait été un peu reproché d'ailleurs, parce qu'ils avaient affronté une équipe de Liverpool un peu c'était pas le grand Liverpool, donc on pensait qu'il y avait la place. Au final, ils n'avaient pas forcément joué leur match, j'ai l'impression. Et là, ils ont clairement réussi à mettre l'intensité, le rythme nécessaire. Ça a complètement coulé l'équipe lensoise. La chose qui m'a le plus marqué, c'est potentiellement la titularisation de Timber au milieu de terrain, qui est pour moi c'est mon joueur du week-end. Timber, la recrue d'Arsenal, le frère de Timber. Il y a 2 Timber à Arsenal. Bon, il y en a un, il est en prêt à Marseille du coup.
mais j'ai plus son prénom, c'est Q Timber, j'en ai parlé dans la vidéo des transferts, mais ouais, énorme activité au mitard avec Højbjerg. Ils ont vraiment mis à mal le milieu de terrain lensois, même si je relève le match de Sangaré pour son retour, qui était pour moi le seul lensois présent au Vélodrome samedi soir. Les autres, j'ai eu un peu de mal à les voir, que ce soit Wesley Saïd, Florian Thauvin. Hudson-Edouard a fait ce qu'il a pu aussi. J'ai plutôt bien aimé son match. Mais c'est vrai que la paire Saïd-Thauvin, de retour au Vélodrome, il a pris la foudre, le petit. C'était compliqué. Je l'ai trouvé très en dedans, un peu pris par le contexte, l'événement, un peu emprunté. Peut-être un peu de fatigue du côté de Lens, qui a vraiment subi la loi marseillaise de bout en bout. Je vous ai dit du coup les 2 premiers buts qui arrivent de manière assez rapide pour Marseille, pardon, dans les 15 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, ils vont insister avec ce but de Amine Gouiri pour le doubler. Seule la réduction du score de Ryan Fofana va atténuer un peu la sale soirée lensoise. Mais voilà, compliqué. Et peut-être que cette soirée au Vélodrome va laisser des traces dans le Nord, parce que depuis le début du championnat, on les a très peu vus en difficulté. En tout cas, autant en difficulté, je sais pas. Alors peut-être ils pourront s'appuyer sur l'excuse de l'absence de Baïdou, qui du coup te fait quand même changer ton système, hein, de mettre Mathieu Hudol plus bas dans la défense. Ça change quand même pas mal ton animation. Mais je sais pas, là je les ai vraiment trouvés très peu à leur avantage. Il n'y a que Hudson-Edouard qui a réussi à se procurer des occasions, et ils ont vraiment pris le bouillon. Que ce soit statistiquement ou visuellement. De toute façon, si vous avez regardé le match, vous l'avez bien compris. Donc compliqué, et faudra voir si ça va laisser des traces ou non côté Lens. Côté Marseille, match quasiment parfait, on va pas se mentir, avec en plus des recrues Nwaneri et Timber. J'ai parlé de Timber, mais le petit Nwaneri, très très intéressant aussi, ailier feu follet. Il était buteur pour son premier match. Franchement, j'en parlais en coup de cœur. Je pense que ça va être un coup de cœur très très intéressant. Pied gauche, peut-être un pied gauche only. C'est-à-dire que je l'ai peu vu faire des crochets pied droit, mais alors la fréquence d'appui, petit gabarit, centre de gravité très bas, très intéressant. Donc ils ont vraiment dégoté un très bon joueur, de recrues qui vont vraiment servir à Marseille, qui du coup reste et assoit sa place sur le podium et revient à seulement 5 points de Lens. Donc tout est encore permis, hein, on ne sait jamais. Je parlais du fait que ça pouvait laisser des traces. Si ça en laisse, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre côté Lens non plus. Marseille, ils font une très belle saison. 5 points, ça reste ok, hein, ça reste un bon matelas. Mais méfiance quand même au retour de Marseille. Et du coup, côté Lens, ça y est, ils ne sont plus premiers. Paris reprend la tête. Je sais pas si en début de saison, si ils ont été premiers Paris, ils reprennent leur trône laissé vacant durant de longues semaines. Mais voilà, Lens a un peu craqué face à une belle équipe aussi, donc pas d'inquiétude outre mesure. Mais il faudra voir leur réaction la semaine prochaine. Une équipe où on attendait aussi une réaction, c'est Nice. Nice qui se déplaçait à la Beaujoire, je vais y arriver, face à Nantes. Je parlais de match de la peur entre Monaco et Le Havre, enfin Le Havre-Monaco. Là, on peut pas faire plus match de la peur que Nantes et Nice. C'est, je crois, les 2 équipes en termes de comptabilité, j'allais dire, comptablement, depuis la fin octobre, tout simplement, et c'est eux qui ont engrangé le moins de points. De toute façon, c'est pas compliqué. Nantes en a pris 2 matchs nuls. Nice en a pris 1. Donc, pas compliqué à calculer. Ça va. Mais vraiment, 2 équipes très, très, très en difficulté. On attendait beaucoup ce match-là parce que, petite info, section recoin du Footix, de la Footixerie. J'avais vu passer la news comme quoi Nantes avait fait un stage de 5 jours en Espagne à Cadiz pour ressouder un peu les liens, truc team building, truc de manager.
J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se croient au Club Med, les mecs qui s'envoient 5 jours à Cadiz. En plus, il y avait vraiment des infos comme quoi il y avait des tournois de Uno, de tennis de table, de je sais pas quoi. Les mecs qui étaient en vacances à Cadiz, ils se sont dit, c'est ça qui va nous relancer. Bon, pourquoi pas? En vrai, je comprends le principe de vouloir ressouder l'équipe autour du projet maintien. Mais ça s'est envoyé sous le soleil, prendre des cocktails à Cadiz. Pourquoi pas? Bon, au final, ça n'a pas tant payé. Je vous spoil, ça s'est pas forcément vu sur le terrain cette petite semaine en Espagne. Défaite nouvelle de Nantes face à une équipe de Nice qui n'était pas forcément la plus en forme, hein, comme je l'ai dit. En vrai, dur pour les Nantais parce qu'ils ont essayé dans le début de match de mettre l'intensité. Ils ont essayé de mettre le public dans leur poche en mettant en étant présent dans les duels, de mettant de la présence sur le porteur de balle, mettant la pression sur les Niçois qui, eux non plus, n'étaient pas en confiance. C'est Nantes qui va se procurer la première occasion. Donc on se dit, allez, ça a marché ce stage au soleil, pourquoi pas. Au final, bah, tu restes le Football Club de Nantes avec Cantari à ta tête, Valdemarquita en président. Il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, bon, en attaque, j'en parle pas, mais en fait, toute l'équipe est mauvaise, avec tout le respect. Mais quand tu as un joueur qui prend le ballon et qui te remonte 40 mètres et que tu n'as personne pour l'arrêter, c'est peut-être un problème. C'est Jonathan Klaus, en l'occurrence, qui te fait ça sur 30-35 mètres. Personne pour lui opposer résistance au milieu de terrain. Il transmet à Mohamed Ali Chaud, entrée de surface. Personne pour l'attaquer. Bon, bah, le mec tire, le mec marque. C'est Mohamed Ali Chaud, c'est un bon joueur. Mais sérieusement, les mecs, faut défendre. Hein. Je sais pas si on leur a dit. Quand le gars a le ballon entrée de surface, il peut tirer et il peut marquer, donc ça peut être dangereux. Donc pourquoi pas sortir sur lui. Bon, apparemment, Nantes a pas tant compris ce principe-là. Dur pour eux parce qu'ils ont essayé, mais au final, si tu défends pas, tu gagnes pas un match. Le deuxième but, il va venir rapidement en deuxième mi-temps aussi. Morgan Sanson, il prend le ballon sur le côté gauche comme ça. Il se balade. Hop, il court aussi 25-30 mètres, hein, tranquille. Il court. Au bout d'un moment, les mecs, ils se disent, bon, on va le bloquer dans le coin, on va le bloquer sur le côté, allez. Ils se mettent prise à deux. Morgan Sanson, il se dit, oh merde, je suis bloqué. Je vais aller courir vers la ligne de fond, là, la ligne du corner. Au final, il n'y a personne qui vient l'attaquer. Le mec de la prise à deux abandonne. Morgan Sanson qui peut envoyer un centre parfait. Mohamed Ali Chaud, seul attaquant dans la surface. C'est le mec qui reprend le ballon. Bon, bah, doublé de Mohamed Ali Chaud, 30 minutes, t'as eu ta défense transpercée. 2-0, match quasiment terminé. Ils vont prendre le troisième en plus rapidement. Ils vont essayer de réagir sur coup de pied arrêté parce que tu affrontes Nice, quand même une équipe qui ne sait pas défendre non plus. Donc tu te dis pourquoi pas, ça peut le faire. Sur corner, ils sont pas vernis en plus, ils touchent le poteau. Ils prennent tous les duels de la tête parce que Nice, ils sont pas capables de défendre non plus. Donc c'est un peu les deux blaireaux qui essayent de se battre pour des ballons. T'as juste l'envie de l'un qui prime sur l'apathie de l'autre. Mais du coup, ils vont réussir à marquer sur coup de pied arrêté parce qu'il n'y a que ça où ils vont réussir. Il y a des stats effrayantes où pendant le match, ils ont genre 14 centres à 1, Nantes. Au final, le seul centre de Nice, il paye. Toi, tu as fait 14 centres. T'as pas réussi à envoyer une frappe cadrée. C'est compliqué, Nantes. Franchement, c'est peut-être l'équipe que j'aime le moins regarder depuis le début de saison. Dur pour eux, dur pour les supporters nantais. Force à eux. Et franchement, c'est un calvaire à chaque fois de les regarder. Ils jouaient Nice, calvaire. Final, ils perdent 4-1. Déculotté à la Beaujoire. Je suis pas sûr que les supporters de Nantes reviennent au stade sur cette fin de saison. Va falloir les surprendre pour qu'ils reviennent, hein, parce que là, c'est mal embarqué. Les mecs, à chaque fois, ils viennent, ils prennent des gifles chez eux. C'est très compliqué pour eux. En plus, tu as l'impression que les joueurs, c'est même pas de leur faute, ils sont juste pas au niveau. Donc, compliqué pour Nantes, qui encaisse une nouvelle défaite et reste à sa place de barragiste. Heureusement, les équipes derrière continuent de perdre. Hein. Metz a perdu, Auxerre a perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc, ça va. Ouais, attends, là sur ce week-end-là, t'avais Nantes, ils affrontaient Nice. Bon, c'était une équipe abordable, Nice. Auxerre affrontait Paris et Metz affrontait Lyon. Le Lyon de Hendrick. Injouable. C'est-à-dire que les mecs ont pris la foudre brésilienne, ils ont pris 5-2, net et sans bavure.
Nantes, sur ce coup-là, ça va, les mecs derrière, ils vont pas revenir. Mais je suis sûr que quand Auxerre va affronter une moins bonne équipe de foot, attention, ça peut revenir et Nantes peut finir relégable direct. C'est mon pronostic. Je pense que Nantes va descendre direct et que Auxerre va être barragiste. Je l'oppose ça là. Au final, dernier match que j'avais envie d'aborder le dimanche soir. Match aussi très attendu pour d'autres raisons, c'est le Lille-Strasbourg. Match attendu parce que déjà deux équipes du haut de tableau. Le LOS qui était 4e avant la rencontre, non 5e parce que Lyon avait gagné précédemment dans la journée, mais 4e avant le début de la 19e journée. Et Strasbourg qui était 8e avant la journée, peut-être 7e, je sais plus, mais en tout cas deux équipes bien placées pour l'Europe et qui en ont fait leur ambition de toute façon. Donc match un petit peu important pour les deux, surtout que deux dynamiques différentes. Autant Strasbourg, ça allait plutôt bien sur cette fin d'année 2026, ils avaient réussi à se reprendre après le petit coup de mou qu'on avait évoqué en novembre 2025. Autant Lille, début d'année 2026, très très compliqué. Ça enchaîne entre blessures et mauvais résultats. Il y a eu la blessure de Nabil Bentaleb, la blessure de Hamza Igaman, la blessure de Benjamin André, donc il y avait pas mal d'absences. Et il y avait eu cette série de 3 défaites d'affilée, pardon. Donc impérativement, fallait se relancer. Et Strasbourg, c'est pas forcément le meilleur adversaire, parce que comme je l'ai dit, belle dynamique. Au niveau des choix, on peut revenir un petit peu sur les compos, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits de manière assez importante. Côté lillois déjà, comme je l'ai dit, la dynamique, elle devait être renversée, donc Bruno Genesio, il a tenté une nouvelle chose. En plus, avec l'absence de Benjamin André et de Nabil Bentaleb au milieu, ça laisse plus beaucoup de possibilités. Défense à 3, choisie pour le LOSC avec Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Chancel Mbemba. Non, Nathan Ngoy n'a pas joué la CAN, mais Mandi et Mbemba si. Donc défense à 3 pour la première fois, on sait que Genesio n'est pas forcément adepte de ça. Deux milieux de terrain avec Boadi et Mouko. Et une attaque avec Mbappé, Giroud et Fernandez Pardo, mise sur le banc du numéro 10 islandais Håkon Haraldsson. Donc vraiment des choix assez tranchés pour Bruno Genesio. Et côté strasbourgeois, avec le changement d'entraîneur et l'arrivée de Gary Cohen-Neal, je crois que ça se prononce comme ça, finito la défense à 3, retour de la défense à 4, avec Mamadou Sarr et Ismaël Doucouré en défense centrale. Titularisation de Diego Moreira du coup plus haut, on l'a vu dans des postes plus piston, là plus haut, du Martial Godot, du Panicelli, du Enciso, Valentine Barco au milieu avec El Mourabet, du classique, juste voilà, changement de dispositif, ça passe à 3 côté Lille, ça passe à 4 côté Strasbourg, on inverse. Donc assez intéressant de suivre ça tactiquement. Et dans le début de match, on a quand même deux équipes qui se répondent assez bien, avec Strasbourg qui opère un peu plus sur des attaques rapides et Lille avec une possession assez prononcée. On sait que Bruno Genesio, ses équipes, elles aiment bien avoir le ballon et ça lui est parfois reproché qu'ils n'en fassent pas grand-chose. Ça a un peu été le cas face à Strasbourg là, sur ce match-là, on va pas se mentir, parce que c'est Strasbourg qui vont être les premiers à piquer après 25 minutes. Ce but de Panicelli qui est un petit peu représentatif des problématiques qui s'opposent à Lille depuis le début d'année 2026, c'est-à-dire cette apathie dans la défense, malgré une défense à 3, donc avec volonté de renforcer l'axe central. Panicelli, il est trouvé assez facilement et en deux passes, le bloc lillois, il est complètement transpercé et Panicelli en total buteur, but de numéro 9. Hein, il cale Chancel Mbemba dans son dos, contrôle orienté, il se retourne, frappe en pivot. Donc beau but de numéro 9 pour mettre Strasbourg devant. Le problème, c'est que quand une équipe va mal et qu'il y a la confiance qui est brisée, quand tu prends un but, ça fait mal derrière la tête. Et là, Lille, ça va leur faire très mal derrière la tête parce que 30 secondes plus tard, ils vont encaisser le deuxième. Bon, alors, on n'attend pas plus de temps. Hein. On se dit que c'était pas suffisant. On encaisse le deuxième. Donc, ça va vraiment mettre Strasbourg sur les bons rails. Et ça va clairement enterrer un petit peu Lille au bout d'une demi-heure.
On sent que ça a vraiment fait mal ce double but au final, tellement c'était rapide ce deuxième d'Enciso. Et à partir de là, Lille va tenter de réagir, mais la domination elle va clairement être strasbourgeoise, avec des joueurs comme Barco, comme Enciso, qui vont vraiment faire une masterclass technique face à des Lillois qui vont prendre l'eau. Ça a été très compliqué pour eux, ils n'ont pas vu le jour, manque d'envie, manque d'idées, manque de créativité. Je retiens seulement 2 joueurs à Lille, Ayoub Boadi et Ethan Mbappé, mais c'est quand même 2 joueurs de moins de 20 ans qui doivent te tenir la barque. Donc c'est pas normal. T'as des mecs comme Olivier Giroud, comme Aïssa Mandi, comme Chancel Mbemba, qui sont des mecs beaucoup plus d'expérience, et on les voit pas du tout donner de la voix, et je trouve ça largement dommage. L'âge faisant, peut-être aussi, ils ont plus les qualités techniques d'être des leaders, mais c'est clair que le match de Lille, là, il est clairement concrètement raté. En deuxième mi-temps, c'est pareil, la domination strasbourgeoise, elle va continuer, ça va mener au 3e et 4e but de Strasbourg, donc l'addition, elle va être très très lourde. Heureusement que Fernandez Pardo, il va réduire le score, un peu à la manière de Ryan Fofana face à Marseille, parce que 4-0 à domicile, ça fait très mal, 4-1, ça fait quand même très mal. Et surtout, au-delà du score, je pense que je retiens le plus, c'est déjà la très bonne performance strasbourgeoise, hein. Ils font vraiment ce qu'il faut pour gagner ce match, mais c'est vraiment le manque d'idées de Lille, le manque d'envie, et l'impression qu'ils étaient dépassés sur quasiment tous les registres de jeu par cette équipe strasbourgeoise qui avait tout simplement plus envie qu'eux et plus d'inventivité, de créativité, alors que sur le papier, c'est 2 équipes qui sont censées se valoir, et sur le terrain, ça a clairement pas été le cas du tout. Ça met Lille, ça les plonge concrètement dans la crise. En ce match-là, on se demandait si c'était vraiment une situation alarmante. Il y avait déjà eu des bruits de couloir comme quoi Bruno Genesio avait demandé sa démission au président Olivier Létang après la défaite contre Vigo en Europa League. Ça a été démenti par le coach. Il y a quand même une atmosphère bizarre, là, ça les plonge d'autant plus dans la crise. Lyon qui leur passe devant, donc ils sont 5e. Ça va, hein, c'est 5e, il y a encore moyen d'aller accrocher une belle place en Europa League, mais vu la dynamique, ça risque d'être compliqué, surtout que ça pousse derrière. Strasbourg en faire partie, ils sont plus qu'à 2 points de Lille, à 1 point de Rennes, 6e. Donc Lille, attention, ça peut chuter très très vite là. Il y a Strasbourg qui pousse, il y a Rennes qui pousse, même s'il y a eu un petit temps d'arrêt, on en a parlé. Toulouse aussi, ils peuvent revenir. Donc va vite falloir retrouver des solutions. Et peut-être que le retour de Benjamin André va changer tout ça, parce que c'est lui le vrai leader de cette équipe. Mais il y aura besoin de se réveiller dans tous les cas. Voilà pour les 5 matchs dont j'avais envie de parler. Comme d'habitude, un plaisir de débriefer ces matchs-là. Nouveau leader du coup à la tête de la Ligue 1. Premier changement depuis pas mal de journées. Paris qui reprend le trône, Lens 2e. Pas de changement en bas du classement, on va pas se mentir, ça bouge pas beaucoup. En même temps, si personne prend des points, ça va pas bouger. Mais voilà, week-end encore fort intéressant, et on reste branché pour connaître encore la suite qui va être passionnante, j'en suis sûr. Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je mets mon Twitter en description comme d'hab si vous voulez suivre pour les débriefs de match, les commentaires en direct, tout ça vous connaissez. Sinon, on se dit à la prochaine, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et voilà, en attendant, prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine. Allez, salut!